de 15 à 16 dans le sud, avec des pointes à 18, 19 et 20 degrés en Méditerranée. Je pense qu'on pourra à nouveau se baigner. Malheureusement, une petite ombre au tableau. Il faut craindre que le ciel un peu plus nuageux et la pluie reviennent sans doute dimanche. Pas encore de certitude, mais je pense tout de même que les retours seront plus humides que les départs. Merci Laurent. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 1er novembre 1954, la France entrait dans le dernier conflit dans lequel elle fut directement engagée. Il y a 25 ans, en effet, commençait la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, à Alger, un défilé militaire était organisé pour célébrer l'anniversaire de ce soulèvement. Défilé présidé par le nouveau chef de l'État, M. Chadli, en présence de nombreux invités étrangers comme le président syrien Assad, le libyen Kadhafi, Yasser Arafat, le leader palestinien, puis aussi la présence remarquée de M. Brzezinski, conseiller du président américain Carter pour les affaires de sécurité, venu tout spécialement dans la capitale algérienne pour rassurer les dirigeants algériens sur les livraisons d'armes américaines à leur pays, et cela malgré le conflit du Sahara dans lequel l'Algérie est indirectement impliquée par l'intermédiaire du Front Polisario qu'il soutient contre le Maroc. Une poignée de main remarquée aussi, celle entre l'américain Brzezinski justement et le général vietnamien Giap, deux anciens ennemis. Le président Chadli a également profité de cette journée anniversaire pour accorder une interview au journal Le Monde sur sa politique, un entretien sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Ainsi donc, l'Algérie, et l'on pourrait presque dire la France, célébrait aujourd'hui le point de départ d'un conflit sanglant qui est encore loin d'être oublié, puisqu'un récent sondage montrait que pour une majorité de Français, cette guerre d'Algérie restait l'événement le plus important de ces 30 dernières années. L'histoire le prouve, c'est évidemment toujours après coup et arbitrairement que l'on fixe les dates anniversaires. Ainsi, le 1er novembre 1954, l'intérêt des Français ne se porte pas spécialement sur l'Algérie. Ce jour-là, le dernier comptoir français des Indes, Pondichéry, accède à l'indépendance. On parle d'un remaniement du cabinet Mendès France, et puis tout à coup, de l'autre côté de la Méditerranée, la violence se déchaîne. Dans les gorges de Tirane-et-Mine, le vieux quart de la ligne Biskra-Harris aborde le kilomètre 18. Il est 7 heures du matin. Trois passagers du car sont abattus. Le caïd Hadj Sadok, l'instituteur Guy Monroe et sa femme. S'agit-il d'une nouvelle révolte des Chaouia? Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 heures du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. Bilan, 7 morts dont 5 Européens. Des dizaines de millions de dégâts. Il ne s'agit plus d'attentats localisés, mais d'une action soigneusement montée et surtout coordonnée de l'est à l'ouest du pays. À Alger, des bombes artisanales ont explosé à la même heure. Dans l'Algérois, attaques de casernes, incendies de fermes et de récoltes se sont déroulés avec un synchronisme inquiétant. Tout comme en Kabylie, dans les Aurès et dans le Constantinois. On est loin des révoltes locales qui ont jusque-là jalonné l'histoire de l'Algérie coloniale. Il doit y avoir une tête, il doit y avoir un chef. Mais qui et où? Pour les autorités comme pour les Européens d'Algérie, une seule attitude. La répression. Le Conseil général d'Alger l'exige. L'ordre doit être fermement et rapidement restauré. Les coupables, exemplairement châtiés. François Mauriac prophétise. L'horreur de ce qui va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive au chômage, l'ignorance, la misère. Il faut des réformes de structure. Et coûte que coûte, il faut empêcher la police de torturer. C'est au peuple que dès le 1er novembre, les Djounouds se sont adressés. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Ils sont moins de 500. Ils n'ont pas 400 armes. Mais une foi inébranlable en leur seul idéal politique, l'indépendance.
Jamais, en tout cas depuis 25 ans, un pays aussi proche de l'Europe, aussi lié à la France, n'aura connu autant de bouleversements internes. Des bouleversements pour l'édification d'une société résolument socialiste, une tâche colossale, puisque pour les Algériens eux-mêmes, il fallait à tout prix à la fois effacer toute empreinte du vieux monde colonial et bâtir à la fois et parallèlement une économie moderne capable de sortir le pays du sous-développement. Pour les Algériens d'abord, mais aussi pour les Français, il est encore impossible de dissocier tout à fait le passé du présent. Et c'est, je crois, une des raisons essentielles qui explique le malaise permanent des relations entre la France et l'Algérie. Le président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, a fait le premier un voyage officiel en Algérie, et si ce premier pas était résolument capital, il n'a pas pu effacer totalement le passé et faire que les relations, que la coopération entre les deux pays soit désormais exemplaire, loin de là. Cependant, après la mort du président Boumedienne, des signes existent. Aujourd'hui, le président Chadli, dans une très longue interview au journal Le Monde, affirme qu'il croit à la coopération avec la France et qu'il ne lit plus, c'est important, l'amélioration de cette coopération avec l'épineux problème de l'émigration des travailleurs algériens en France. Enfin, pour l'Algérie, autre signe très encourageant en ce moment, la position de la France dans le conflit du Sahara. La France qui s'est détachée quelque peu du Maroc pour adopter, disons, une position plus neutre dans le conflit. Autant de faits concrets, cette fois, aujourd'hui, qui vont sans doute tendre à faire s'estomper le passé pour entrer enfin dans le présent. Coup d'État militaire en Bolivie. L'armée a pris le pouvoir aujourd'hui, encore que la situation reste confuse. Le chef des rebelles, un colonel qui fut ministre de l'ex-président Banzer, affirme que les élections prévues auront lieu, que la Constitution sera respectée et que le coup d'État n'a pour but que de remplacer provisoirement un pouvoir lui-même provisoire, mais inefficace, toujours selon le colonel Bush, qui est le responsable de ce coup d'État. Le principal syndicat de Bolivie, le syndicat ouvrier, a lancé un appel à la grève générale. Des affrontements auraient déjà fait aujourd'hui 3 morts et plusieurs blessés entre civils et militaires dans la capitale de la Bolivie, La Paz. Jusqu'à hier, le président Guevara, chef de l'État provisoire, n'avait pas réussi à mettre d'accord les principaux groupes parlementaires du pays pour former un gouvernement. Affrontements au Salvador également, qui ont fait 8 morts entre militaires et manifestants qui protestaient contre la junte au pouvoir. Rappelons que lundi dernier, 35 personnes avaient été tuées dans une manifestation. Le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui, après plus de 5 heures de discussion, de trouver un nouveau site pour y transférer les habitants de la colonie sauvage d'Elion Moreh en Cisjordanie. Implantation condamnée la semaine dernière par la Cour suprême israélienne. Vous savez que ces implantations sauvages en Cisjordanie, qui sont un point de discorde non seulement entre Israéliens et Égyptiens, qui discutent d'un projet d'autonomie de ce territoire pour les Palestiniens, mais aussi à l'intérieur du gouvernement israélien. Rappelons que ces implantations sauvages sont l'une des raisons pour lesquelles M. Dayan donna sa démission. Maintenant, quittons le terrain politique, si vous le voulez bien, pour nous rendre sur les lieux mêmes, à Elion Moreh, où se trouve notre envoyé spécial, Philippe Gaz. L'agitation politique qui se développe à Tel Aviv et à Jérusalem et qui pourrait bien faire tomber le gouvernement a pour objet un tout petit camp de maisons préfabriquées perdu sur une colline inculte de Cisjordanie. Un camp minuscule qui fait peu de cas de celui de Camp David. Un nombre grandissant d'Israéliens, ceux qui veulent la paix maintenant, a décidé de s'opposer. Ils étaient 80 000 à défiler dans les rues il y a moins de 15 jours pour dénoncer la minorité religieuse. Les ultranationalistes sont un danger pour la paix. D'abord, ils sont une minorité infime en Israël. Ils ne représentent que des groupes et des groupuscules qui sont pris par une espèce de mystique du grand Israël, qui pensent que le sionisme, c'est avant tout le grand Israël. Nous pensons que le sionisme, c'est avant tout le peuple juif, c'est-à-dire les hommes qui composent ce peuple. Et le territoire qui a été attribué au peuple juif pour réaliser son indépendance nationale est un territoire qui peut être tributaire des rapports de force qu'il y a au Moyen-Orient. Ce sont ces baraquements qui ont contribué à la démission du général Dayan, qui pourrait entraîner la démission prochaine du ministre de l'Agriculture pro-religieux et entraîner aussi le président Carter vers de nouvelles démarches. Pourtant, rien ici n'est définitif. Le poste de contrôle empêche l'entrée de tout ce qui pourrait permettre la moindre construction en dur. Le jugement de la Cour suprême, qui a décidé l'évacuation du camp dans le courant du mois de novembre, attire les journalistes du monde entier et tous les habitants ont décidé eux-mêmes de plaider leur cause. Ici, c'est l'attachement profond, ce sont des racines profondes que tout juif
qui s'entend doit ressentir, et sent au plus profond de soi. On vit ici grâce au soutien matériel du gouvernement qui fournit gratuitement les maisons, l'eau par camion-citerne et le gasoil pour les groupes électrogènes. Chassés par l'armée une dizaine de fois, les 15 familles et les 60 enfants ont réussi à revenir pour attendre l'autorisation de construire ce à quoi ils rêvent, une vraie ville. Pour le moment, la synagogue elle-même est une tente militaire. Est-ce que vous êtes des fanatiques religieux? J'ai pas le sentiment, non. Ce que je sais, et je le sens profondément, c'est que ici nos ancêtres ont vécu, et tout part d'ici. Mais à côté de ça, il existe évidemment le peuple arabe. Je ne crois pas qu'il faut aller à l'encontre de ça. Ils peuvent vivre avec nous. Moi, je ne suis pas de celles qui sont décidées à les jeter. Au contraire, on parle d'un shalom, on parle de la paix. Alors la paix commence par une entente entre nous. Alors on attend que la foi triomphe grâce au soutien des membres du gouvernement qui jusqu'à présent n'ont pas entravé les ambitions. En dépit de la décision de justice qui fera sans doute jurisprudence, on reste confiant. Les hommes du camp, essentiellement des intellectuels, travaillent en ville, à Tel Aviv ou Jérusalem. Aucune nervosité n'est perceptible chez ces femmes convaincues de leurs bons droits. Depuis la création du camp, il n'y a jamais eu d'incident avec les voisins. Les armes qui équipent chaque maison n'ont jamais servi. Dans le camp palestinien, à l'entrée de Naplouse, à moins de 5 km d'ici, personne ne fait allusion à Elon Moreh. Même à l'heure où le gouvernement israélien doit faire respecter la justice sous peine de se placer dans l'illégalité. La marge de manœuvre est réduite, mais ici, on a déjà décidé. On part pas, non. On est venu pour rester. Enfin, si les militaires montent et vous poussent hors de vos roulottes, quelle sera votre attitude? Si Dieu veut, il y aura une solution d'ici là. Il y a beaucoup trop de gens qui sont intéressés à ce que Elon Moreh reste, d'autres qui le sont moins. Ils trouveront un compromis. Et vous êtes en ce moment hors la loi. Il faut que la loi soit appliquée quand même en Israël. D'accord, mais on peut changer la loi. Selon vous, vous ne partirez pas? Non. Non. J'ai pas où aller. Je me sens juive et en tant que juive, j'habiterai ici le maximum. Mais... Je vous rappelle donc qu'il y a quelques heures à peine, le gouvernement israélien a décidé de déplacer cette colonie d'Elon Moreh. Le gouvernement pro-vietnamien de Phnom Penh a accepté aujourd'hui de participer à la conférence sur l'aide humanitaire au peuple cambodgien qui doit s'ouvrir le 5 novembre aux Nations Unies à New York. Une décision qui peut peut-être changer le cours des choses au Vietnam et éviter de nouveaux morts. Après les incidents de ces derniers jours en Centrafrique, le président de la République, M. Dacko, s'est adressé à la presse aujourd'hui pour dire qu'il y avait à plusieurs reprises fait appel au sens civique des responsables de l'opposition, mais que selon lui, les intéressés se refusaient à jouer le jeu de la démocratie et préféraient appeler à l'émeute. En conséquence, aujourd'hui, toujours, des éléments de la force publique centrafricaine ont pris place à différents points stratégiques de la capitale. Par ailleurs, on ne sait toujours pas exactement où se trouve M. Ange Patassé, le principal opposant à M. Dacko. 2 arrestations de dissidents aujourd'hui en URSS en début d'après-midi. Le père Yakounine, chef de file de la dissidence orthodoxe, et Mme Velikanova, qui avait notamment fait connaître le sort réservé aux groupes religieux non officiels comme les baptistes ou les adventistes dans la République soviétique. Et puis ce soir, un 3e dissident a été arrêté. Il s'agit d'un dissident lituanien. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, représentera le gouvernement aux obsèques de M. Robert Boulin samedi. Ce matin, le chef du gouvernement est venu se recueillir quelques instants au domicile du ministre du Travail. Et cet après-midi, c'est le ministre de la Justice, M. Alain Peyrefitte, qui lui a succédé en compagnie de son épouse. Il a passé une vingtaine de minutes auprès de la famille de M. Boulin. M. Boulin qui, rappelons-le, mettait en cause M. Peyrefitte dans sa lettre qu'il avait écrite à l'agence France-Presse avant de se donner la mort. À sa sortie, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a fait qu'une très courte réponse, vous allez l'entendre, aux journalistes qui l'attendaient.
faites une déclaration? Je n'ai aucune déclaration à faire, si ce n'est que ma femme et moi, nous sommes profondément peinés par la fin tragique d'un vieil ami. Ce drame doit nous conduire à nous interroger sur la santé de la société française, disait avant-hier M. Chaban-Delmas, le président de l'Assemblée nationale. Hier soir, Noël Copin, l'éditorialiste politique de notre rédaction, expliquait lui que la mort de M. Boulin devait inciter la société tout entière à s'interroger sur elle-même. Eh bien aujourd'hui, l'un des responsables du clergé catholique français, Monseigneur Poupart, évêque auxiliaire de l'archevêque de Paris, rejoint un peu cette analyse. Il l'a dit dans son homélie de la Toussaint, il l'a ensuite expliqué à Pierre Alain quelle réflexion lui inspirait ce drame. Eh bien, je dirais trois choses. La première, un sentiment de tristesse. Comme tous ceux à qui j'ai eu l'occasion d'en parler, qui m'en ont parlé, ils sont très nombreux depuis que ce drame s'est produit. Le second sentiment est un sentiment de compassion pour l'homme qui nous a quittés et pour ceux qui le laissent dans la peine. Et le troisième sentiment est un sentiment d'interpellation à chacun de nous, à moi-même. Et je me demande s'il n'est pas des morts d'hommes qui sonnent le glas d'une société. Quand vous dites une société, de quelle société parlez-vous? Oh, je veux dire, sans chercher de faux fuyants, la nôtre. C'est-à-dire? Eh bien, je me demande, je me pose cette question. Est-ce que nous ne vivons pas dans une société de violence, dans un monde dur, qui accule des hommes à des situations sans issue, sorte d'impasse? Je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais je m'interroge sur la manière dont un homme peut être acculé au désespoir. Que pensez-vous des mœurs politiques actuelles? Eh bien, je me demande si ces mœurs n'ont pas besoin d'être moralisées. Je sais bien que le mot n'a pas forcément bonne presse, mais je pense qu'il n'est pas de démocratie. Nous sommes, grâce à Dieu, en démocratie, et je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans respect de l'homme, de tout homme, quel qu'il soit, quelles que soient ses fonctions. Et en particulier pour ceux qui sont en charge du bien commun. Et quand je parle d'hommes qui sont en charge du bien commun, il ne s'agit pas pour moi de majorité, d'opposition, ce sont tous les hommes qui sont en charge du bien commun. Et je me demande justement quelles sont les conditions de fonctionnement de ce service du bien commun, car pour moi, il ne peut y avoir de véritable démocratie que dans le respect, je crois, des grandes familles spirituelles qui composent notre pays. Et mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de vie commune possible sans un commun vouloir vivre, sans un être avec les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres. Je pense qu'il est tout à fait légitime d'avoir des débats d'idées, et qu'il y a des tensions fécondes. C'est cela même qui fait notre horizon quotidien. Mais je me dis aussi que tout cela se situe à un certain niveau, et que c'est l'honneur de notre démocratie que de nous situer à un certain niveau, et que d'ignorer tout ce qui me paraît grouillé depuis quelque temps, pour m'exprimer en toute simplicité. Je pense qu'il serait tout à fait... Je ne suis pas du genre Pilate à se laver les mains. Il me paraît impensable que la presse n'ait pas eu de responsabilité. Mais je ne suis pas manichéen, et je ne pense pas non plus qu'il faille à tout prix chercher un bouc émissaire et dire c'est la presse. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela, et que c'est un problème de conscience et un problème d'hommes, qu'il s'agisse d'hommes qui sont bien sûr dans cette fonction difficile d'informer, qu'il s'agisse bien sûr aussi d'hommes qui sont en situation politique de responsabilité, qu'il s'agisse en bref de tous les citoyens. Plus la situation économique est difficile, plus une politique sociale est nécessaire. C'est ce qu'a déclaré M. François Sérac, aujourd'hui le président du CNPF, dans une interview au journal Sud-Ouest qui paraîtra demain matin. Cette politique est celle suivie actuellement dans les négociations sur l'aménagement du temps de travail, ajoute le président du patronat, qui pose tout de même deux conditions. Le système hérité de 1936, dit-il, s'oppose aux réformes, et la théorie des avantages acquis est également un frein à la discussion avec les syndicats. M. Sérac s'en prend également aux grèves dans le secteur public qui, selon lui, témoignent, je le cite, d'une absence totale des responsabilités de ce secteur vis-à-vis non seulement de la nation, mais aussi des entreprises. Fin de citation.
Du nouveau dans l'affaire Alstom, l'intersyndicale propose ce soir à la direction d'évacuer l'entreprise dès demain. C'était la condition d'ailleurs posée par la direction pour que s'engagent des négociations. Cela dit, l'intersyndicale ajoute tout de suite que l'occupation pourrait recommencer dès le lendemain si la direction ne réserve aucune suite à leur proposition de dialogue. La grève des aiguilleurs du ciel, commencée en début de semaine, se prolongera jusqu'à lundi prochain avec bien sûr, chaque jour comme aujourd'hui, des retards dans les horaires des différents vols sur les aéroports français. Un incident à la centrale nucléaire de Bugey oblige l'EDF à un arrêt de l'usine pour quelques semaines. Nucléaire encore, mais cette fois-ci en Allemagne fédérale, où pour la première fois en Europe, une centrale nucléaire arrive au terme de son activité. Vous savez que les centrales ont une vie limitée dans le temps, et le problème c'est qu'à la fin de cette période d'activité, leur démantèlement ne peut se faire qu'avec d'infinies précautions. Une enquête de Denise Boer. Au cœur de la Bavière, à 60 km de Munich, deux des centrales nucléaires de l'Allemagne fédérale, situées à 500 mètres l'une de l'autre. L'une, l'Isar, fonctionne. L'autre, celle de Nieder-Aichbach, vieille d'1 an et demi, est en cours de démolition. Nieder-Aichbach n'a fonctionné que 13 jours, commencé en 1968, terminée en 1973, de type eau lourde, elle fonctionnait à l'uranium non enrichi, et fut rapidement considérée comme peu compétitive par rapport aux centrales qui sont construites aujourd'hui. En principe, toutes les centrales sont construites pour une durée de vie d'environ 40 ans. C'est-à-dire, tôt ou tard, toutes les centrales vont subir le même sort, et il est pour cela très important d'apprendre le plus tôt possible comment il faut faire, comment il faut s'y prendre pour démolir, pour détruire. La centrale la plus ancienne en Allemagne actuellement a maintenant 19 ans de fonctionnement ininterrompu, mais il y a au moins une autre centrale qui va bientôt subir le même sort pour les mêmes raisons, à savoir des raisons économiques, non pas pour des raisons de sécurité, mais des raisons économiques. La destruction de cette centrale coûtera 200 millions de francs et durera 6 ans. Déjà, les combustibles ont été retraités par la centrale française de Marcoule. Les tubulures seront coupées en petits morceaux, mis en fût et enfouis quelque part dans le sous-sol allemand, dans une mine de sel. Ce démontage de centrale, le premier d'Europe, pose un énorme problème aux constructeurs et aux démolisseurs qui avouent ne pas très bien savoir comment s'y prendre. Le mouvement écologiste allemand attend avec pessimisme cette première expérience. On s'est résolu de démonter pour avoir un prototype de démontage. Oui, mais vraiment, ce n'est pas un prototype, car, vous savez, imaginez-vous qu'une usine qui travaille seulement quelques semaines, c'est pas beaucoup contaminé contre une usine qui travaille des années et des années, des dizaines d'années. Elle a contaminé jusqu'au fond. Alors, quelles sont vos craintes? Pour le démontage pas trop grand. Nous ne sommes pas terrifiés pour ça. Ça peut arriver et je crains que ça arrivera. Qu'ils donnent des matériaux contaminés dans l'atmosphère pendant le démontage, mais je ne crois pas que le danger est trop grand. Toujours en Bavière existe un centre pilote de télésurveillance relié au ministère de l'Environnement à Munich. Il donne toutes les 50 secondes les bulletins de santé des centrales bavaroises. Prenons l'exemple de la centrale Isar. Dans ce petit bâtiment, un enregistreur. Sur son toit, des capteurs. L'un mesure la densité de la pollution de l'air, l'autre indique les risques d'intempéries météorologiques. Et le tout est relié à la salle de contrôle. Si par exemple le capteur de pollution radioactive indiquait 200 microrem et si le détecteur météo prévenait d'un violent orage, des mesures seraient immédiatement prises pour éloigner les populations environnantes. Évidemment, ces mesures sont rassurantes, mais la centrale bavaroise Isar subira-t-elle dans 20 ans le même sort que celle de Nieder-Aichbach? Elle aura alors presque 30 ans d'exercice. Que fera-t-on de ce bloc de béton contaminé? Des avortements sur des femmes enceintes de 5 voire de 7 mois
Cela paraît à peine croyable, mais c'est pourtant ce dont sont accusés un gynécologue et une anesthésiste d'une clinique parisienne. Les deux inculpés, dénoncés par des infirmières de l'établissement dans lequel ils opéraient, ont été arrêtés. Et revoilà Spaggiari, dont les complices viennent d'être jugés à Nice. Dans une interview accordée à Genève, à l'hebdomadaire Paris Match, M. Albert, comme on l'appelle, affirme notamment que ceux qui ont été condamnés à Nice n'ont rien à voir avec l'affaire du casse de la Société Générale. Albert Préjean, l'un des jeunes premiers, des tout jeunes premiers du cinéma d'avant-guerre, d'entre-deux-guerres, est mort aujourd'hui à l'âge de 87 ans à Paris. Vedette du cinéma muet, il a été aussi le principal acteur d'un des premiers grands chefs-d'œuvre du parlant, Sous les toits de Paris, de René Clair, en 1930. Un autre décès, celui de Mamie Eisenhower, la femme du président américain, le général Eisenhower, morte aujourd'hui aux États-Unis à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, c'était la Toussaint, la fête de tous les saints pour les catholiques. Demain, ce sera le jour des morts. La mort qui, dans toutes les civilisations, toutes les religions, fait l'objet d'un culte. Le film dont je vous propose de voir un extrait a pour titre justement « Des morts ». Il a été tourné par 3 jeunes cinéastes qui ont filmé aux États-Unis, au Népal, aux Philippines, etc. Son thème, la mort et ses rites. La séquence que nous avons choisie montre comment, au Mexique, on fête la Toussaint. Hunal akwal makambana chik sigera tasabur todike te khadmi sako be khad so tashalik ti todi de me ile bismendela tashkuchila ki wenda atti animai ti skuchila ki ko ne ti skuchila bismendela kuchel spad talashtal tashtal da oloh todik jetzt da primero esto que da oloh todik la tsuch toks Shiti tashalik per khano tas nofta solik mula tasaik sikero chun baril posh chim baril jakilo wen jakobel tasucha nikta No le temo a la vida, no le temo a la muerte, como cuesta quererme, cuando el alma se va la muerte cantando por entre los nopaleros, ¿en qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? A mí me encuentran tomando, con la muerte ya me invita. No le temo a la vida, no le temo a la muerte. Cuánto cuesta quererme, cuando el alma está herida, se va la muerte cantando por entre la nopalero. ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Voilà une fête de la Toussaint à laquelle on a envie de participer. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil pour terminer. Il fallait jouer dans l'ordre le 2, le 11 et le 7, ou encore le 11, le 2 et le 7. Je suppose qu'il y a eu 10 dites, comme dirait Léon Zitrone à l'arrivée, c'est-à-dire égalité entre les deux premiers. Ça rapporte dans l'ordre 1215 francs, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 607 francs 50. Je vous rappelle au passage que la vignette auto, c'est pas une très bonne nouvelle, mais elle existe, sera en vente à partir de demain. Et puis je voudrais terminer par une information qui ne manque pas de saveur. Un malfaiteur de Dijon
recherché depuis 3 ans pour un hold-up avec prise d'otage, du sérieux, s'est présenté mardi soir au palais de justice de Dijon. Le juge d'instruction, occupé, lui a demandé d'attendre dans le couloir sans être regardé par des policiers. Le malfaiteur, qui avait pris la peine de préciser au juge qu'il pouvait très bien revenir le lendemain puisqu'il était décidé à se rendre, quitta à ce moment-là le palais sans prévenir, non pas pour s'évader à nouveau, mais pour revenir comme il l'avait promis hier matin, 9 h, au palais de justice de Dijon. Un bel exemple de malhonnêteté ou d'honnêteté, comme vous voudrez. Voilà, ce journal est terminé. Dernier rendez-vous avec l'information, Hervé Claude, en fin de programme. Bonne soirée sur Antenne 2. À demain.